l'impression d'être encore plus cruels que leurs collègues masculins. On rend hommage aux femmes qui ont fait de la résistance, qui ont été en camp de concentration, qui ne sont pas revenues. Cet hommage là aussi à mes camarades qui ne sont pas revenus, c'est évident. Et peut-être à certains membres de vos familles ou de vos amis qui ont été résistants, qui ont été pris, qui ont été en camp de concentration, qui ne sont pas revenus. La force de mon témoignage, c'est simplement de vous dire que nous ne savons pas pourquoi nous sommes revenus et survivre, nous ne savons pas. Je prends l'exemple de mon conjoint. J'ai 81 ans, j'ai fait de la résistance, j'ai été en Allemagne en mission, j'ai été arrivé en Allemagne, j'étais en Zuchthaus, en prison d'arrêt. Bien, ça, c'est pour vous dire le parcours normal de celui qui a risqué le risque et là jusqu'au bout. Et étant arrivé à Bonneval, en avril 1945, nous avons été à l'arrivée des troupes américaines, les SS nous ont déportés vers l'Est. Enfin, vers l'Est, pas trop, parce que les Russes arrivaient de l'autre côté, ce qui fait qu'on est monté à Dresde, Weimar, capitale à un moment donné de l'Allemagne, on est monté à Dresde et on est redescendu en longeant la frontière tchécoslovaque jusqu'à Passau sur le Danube et on est arrivé à Munich, Dachau étant des faubourgs de Munich. C'est pour vous dire que nous sommes parmi 5000. J'ai mis 3 ans pour créer ce livre, il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de... Et personne n'a écrit sur ces choses-là. On sait simplement combien on est parti, parce que ça, il y a une comptabilité des Allemands, et on sait simplement combien on est arrivé à Dachau après 21 jours. Nous sommes, c'est pas un titre de gloire, c'est un fait, nous sommes un convoi le plus long de la vie concentrationnaire. Un des plus longs. Généralement, quand les personnes qui étaient prisonnières en France ou en Hollande ou en Belgique partaient en convoi pour aller dans un camp de concentration, 2, 3, 4 jours de convoi. Quand c'était pour la Pologne, essentiellement pour Auschwitz, Birkenau, c'était 5-6 jours, mais 21 jours. Nous sommes partis 5000, nous sommes arrivés dans la nuit du 27 au 28 avril, à 1h du matin, nous sommes arrivés 826, ça on sait parce qu'on a été compté. Ce qui veut dire que vous vous rendez compte qu'il y avait 4200 personnes sur 5000. Mais nous étions dans un état absolument déficient, totalement déficient. Et quelques jours après, nous restions à peu près 400. Et dans l'effort que nous avons fait de retrouver des rescapés en France de ce convoi, nous avons réussi à retrouver 30 rescapés. Ce qui veut dire que, avec tout le respect que j'ai pour le phénomène de la Shoah, indépendamment de tous ceux qui ont été en camp de concentration parce que juifs, et sur le motif religieux et pas sur le motif ethnique, mais pas sur le motif résistant, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ont été résistants. Parmi mes camarades, ils ont été très souvent, il y a des juifs qui ont fait de la résistance, les Allemands et les SS, heureusement pour eux, n'ont pas su qu'ils étaient juifs. Donc je veux dire que si on met à part la raison pour laquelle on était envoyé essentiellement et pratiquement uniquement, ensuite ils sont revenus quand les Russes sont arrivés en Pologne, évidemment, ils ont rapatrié ceux qui n'étaient pas encore morts, ils les ont rapatriés vers l'intérieur de l'Allemagne. Je considère que notre statistique, il n'y a pas de qui est 88 ou 89%, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un rescapé de ce convoi sur 10 qui a survécu au moment de la libération, à peu près. Et nous devons être à 1 sur 50 à l'heure actuelle, quelque chose comme ça. Pour vous dire que la valeur de l'homme dans le
d'incompréhensible. Et je voudrais vous lire un passage de Primo Levi. Primo Levi est un juif séfarade, dont la famille était originaire d'Espagne, je crois que c'est de Cordoue, qui est allé ensuite en Lombardie. Ils étaient en Lombardie et à Turin depuis 12, nombreuses générations. Primo Levi était ingénieur chimiste et il a été déporté. Si vous avez quelque chose à lire au sujet de la déportation, je vous recommande le livre de Primo Levi. Vous avez dans la bibliographie, là, vous avez la possibilité de vous y retrouver. Primo Levi a fait des livres remarquables parce qu'il a essayé de sortir une philosophie de ce tas de sang, de goût. Il a essayé d'expliquer pourquoi. Pas d'expliquer comment, mais d'expliquer pourquoi. Pourquoi les hommes étaient arrivés à ce stade de bestialité, les uns les car c'est ça. Et c'est un message qu'il vous donne à vous surtout. Tous, nous devons savoir ou nous souvenir que lorsqu'Hitler et Mussolini parlaient en public, ils étaient crus, applaudis et admirés. Les idées qu'ils proclamaient étaient en général aberrantes, stupides et cruelles, et pourtant ils furent acclamés et suivis jusqu'à leur mort par des milliers de fidèles. Peut-être vous avez vu des séquences sur le nazisme et vous avez vu l'arrivée d'Hitler à Vienne. Il était autrichien, mais ça explique pas pourquoi des centaines de milliers de Viennois l'ont acclamé lorsqu'il est arrivé. Ces fidèles, on parle des gens qui ont applaudi, qui ont suivi, qui ont servi des fois aussi. Ces fidèles n'étaient pas des bourreaux nés, mais des hommes quelconques, ordinaires, prêts à croire et obéir sans discuter. Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d'autres voies que celles de la raison. Dans la haine nazie, il n'y a rien de rationnel. Nous ne pouvons pas la comprendre, mais nous devons comprendre d'où elle est issue et nous tenir sur nos gardes. Si la comprendre est impossible, la connaître est nécessaire, parce que ce qui est arrivé peut recommencer. Donc le problème pour vous, ce n'est pas de comprendre, mais c'est de connaître. C'est de savoir ce qui s'est passé. Il est tout à fait logique que dans des régimes de dictature, les gens qui sont contraires, logique, je dis, pas humain, logique, les gens qui étaient contre, dans des régimes de dictature, les gens qui étaient contre le régime, on les mettait à l'ombre. C'est certain. Ça s'est passé dans de nombreux pays. Mais entre mettre à l'ombre et organiser systématiquement la destruction de l'individu, et sa mort, il y a une nuance. La nuance que vous devez faire au début, c'est entre les camps de concentration et les camps d'extermination. Ça, il faut bien faire attention. Les gens disent d'une façon camp de concentration, et ils mettent Auschwitz et tout là-dedans. Les camps de concentration, c'était des endroits où les gens étaient là et pouvaient tenir quelques mois, certains qui étaient très vigoureux quelques années, et la perte au bout de 6 à 9 mois était de 80%. Les camps d'extermination, c'est tout à fait. Donc, alors, pourquoi les gens des camps de concentration mouraient? Parce qu'ils étaient battus, parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient froid, parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, parce qu'ils n'étaient jamais soignés, etc. C'est ce qu'on appelle la misère physiologique. Alors, il y en a qui sont morts par misère physiologique, les autres sont morts par atrocité. Bien. Dans les camps d'extermination, c'est tout à fait différent. Le mot dit même. Enfin, jamais les Allemands n'ont parlé du mot extermination. Ils ont parlé du problème des Juifs. À une fameuse conférence nazie de Wannsee en 1942, si mes souvenirs sont bons, il a été décidé à l'égard des Juifs. Il a été décidé de la solution finale.
La solution finale, en définitive, c'est l'extermination. Dans les camps, si vous prenez les camps, d'abord les camps d'extermination n'étaient qu'en dehors du territoire du Troisième Reich. Ils étaient tous en Pologne ou en Ukraine ou en Lituanie. Aucun n'était sur le territoire du Troisième Reich. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu d'atrocité, mais sur le plan d'extermination, ce n'était que dans ce domaine. Les gens arrivaient, 80% étaient liquidés immédiatement. Alors au début, ça serait affreux, d'une façon artisanale, la chose la plus simple, la balle dans la nuque, mais tuer beaucoup, des centaines, des milliers de personnes d'un coup de revolver dans la nuque, c'est très long et ça fragilise terriblement les gens qui tuent. Les gens qui tuaient, ils étaient dans des groupes qui s'appelaient Einsatzgruppe, et les gens, pratiquement, ils étaient drogués ou ils étaient saoulés pour pouvoir faire ce travail en tout état de cause. Ils s'écrasaient humainement. De tuer les autres, ils s'écrasaient humainement et on les relevait tous les 15 jours parce qu'ils ne pouvaient pas continuer. Alors c'était le grand, on amenait les types au bord d'une grande fosse, une balle dans la nuque, dedans, etc. Même les gens les plus sadiques étaient affectés dans leur propre physiologie et dans leur morale, évidemment, au bout de 10 à 15 jours. 80% donc, c'est la liquidation. On arrive, on est liquidé. Balle dans la nuque. Ensuite, on a perfectionné avec des gaz d'échappement des camions. On a organisé des petites chambres à gaz dans les camions, tout simplement avec le gaz qu'on faisait. Mais c'était très long. Il fallait 25 à 30 minutes pour moi, et on n'était pas toujours sûr des résultats. Et puis il y a des sociétés allemandes qui ont travaillé avec les SS. Quand je disais sociétés allemandes, c'était des grands groupes chimiques qui ont travaillé avec les SS pour trouver la possibilité avec un gaz, qui était un gaz au départ qui dérivait de la lutte contre le doriforme, contre une bête qui attaque les pommes de terre. Donc ils avaient travaillé sur ce plan, ils ont essayé de voir ce que ça fait avec les hommes. Le Zyklon, le gaz Zyklon. Alors là, on a commencé à faire artisanalement dans des petites cabanes. On faisait rentrer les gens pour dire qu'ils allaient se laver. Il y avait la mise en scène effrayante, les vestiaires, etc. Puis on mettait des gens dans la pièce. Il y avait des pommes. Et au lieu d'envoyer de l'eau, froide ou chaude, on envoyait du gaz. Mais ce n'était pas très perfectionné encore, et les gens mettaient encore 20 minutes pour mourir. Et de toute façon, c'était des petites quantités. Quand vous pensez qu'il a fallu s'organiser industriellement, je parle de l'extermination, s'organiser industriellement à Auschwitz, et surtout à Birkenau, c'est le camp annexe, on dit Auschwitz-Birkenau, mais Auschwitz, c'est le premier camp, le camp de base, c'était une ancienne caserne de la gendarmerie polonaise qui avait été transformée, mais quand on parle d'Auschwitz, il faut toujours penser à Birkenau. Birkenau 1, 2, 3, 4, sur des hectares et des hectares, c'est immense, un quadrilatère de 4 km sur 2 km, quelque chose comme ça, donc une usine à détruire. Alors, ils ont perfectionné, ils ont agrandi les chambres à gaz, et ensuite, ils ont fait, d'ailleurs, le commandant Heuss, qui était le chef du camp dans ses mémoires, il a été pendu après, mais c'est pendu, il a été jugé et pendu, mais dans ses mémoires, il explique qu'il a essayé la rentabilité et l'efficacité. Et alors, on arrivait, à un moment donné, les gens arrivaient à un endroit, ils étaient gazés. Ensuite, on mettait les cadavres dans un monte-charge, enfin, une rampe qui montait, et on mettait tout de suite dans les fours crématoires. Alors là, on arrivait à des résultats. On arrivait à faire, à Auschwitz, jusqu'à 20 000 morts par jour. Vous comprenez,
chose pour que vous compreniez. Il y a un film de violence qui s'appelle Fight Club. Le titre discrédite le classement des films aux États-Unis, mais c'est pas ça ce que je voulais vous dire. Alors, on interroge David Fincher, le réalisateur. Vous montrez dans Fight Club une secte fondée par un certain Tyler Durden qui gagne sa vie en fabriquant du savon à partir de graisse humaine subtilisée dans les poubelles d'une clinique pratiquant la liposuction. Réponse de David Fincher. Je tenais à me moquer des pratiques de la chirurgie esthétique et de ces femmes que l'on peut croiser à Beverly Hills et dont le visage a été refait tant de fois qu'elles en deviennent méconnaissables. Question à M. Fincher. Savez-vous que la seule fois où l'on a utilisé de la graisse humaine depuis le début de l'humanité pour fabriquer du savon, c'était dans les camps de la mort, ce qui jette une étrange lumière sur cet épisode de Fight Club. Réponse de Fincher. J'ignorais que les nazis, est-ce que vous saviez, vous, que du savon était fait à Auschwitz avec la graisse humaine? Oui, peut-être, je sais pas, enfin, je m'excuse, mais je rentre dans le vif du sujet, il faut que vous sachiez. L'horreur de l'horreur. L'horreur, c'est pas tellement d'avoir retiré des morts les dents en or, des choses comme ça, bien. Mais ça, arriver, ou avec les chevelures, de fer pour les aviateurs, des vestes qui gardaient la chaleur, etc., dans leurs avions. Quand on arrive 50 ans après, il y a un type qui invente de faire une fiction, de faire du savon à base de graisse humaine, alors on se pose quand même une question sur l'équilibre de l'humanité des humains. Alors on est arrivé là, dans l'extermination, à l'extrême de l'extrême. Et dans les 20% qui restaient, alors on peut dire que 10% sont morts, ils avaient des petits jobs et puis ils étaient ramassés, puis ils passaient dans le circuit, donc ils donnaient le centre. Et il y en a 10% qui ont échappé. Quand j'ai fait ce livre, à partir des statistiques, j'ai été sidéré de me rendre compte, puisqu'on avait des statistiques combien il y avait de juifs à Dachau. En fait, il y avait à Dachau 20 000 juifs au moment de la libération. Ils avaient été évacués, ils avaient passé à travers toutes les portes de l'enfer, pas de la mort, mais de l'enfer, ils étaient passés à travers toutes les portes de l'enfer. Et ils étaient là. Et ils ont été libérés. Très peu, évidemment. Tout ça pour vous dire que nous sommes. C'est pas pour faire du cinéma à votre égard, mais nous sommes. Et c'est ça ce qui est affreux. C'est que nous sommes dans le fond de l'homme et de l'âme humaine. Si les hommes sont capables de faire ça, les bêtes ne tuent, elles, pour manger, c'est bien connu ça. Il y en a qui déchiquettent plus vite que d'autres, mais enfin les bêtes ne mangent, elles ne tuent pas en laissant la prendre à côté et elles vont tuer l'autre. Les hommes sont arrivés à tuer et à faire disparaître. Dans toutes les civilisations, même quand il y a eu des massacres, des pogroms, dans toutes les civilisations à travers les siècles, on a quand même toujours essayé de respecter le corps de la victime. Là, absolument pas. Non seulement on ne respectait pas le corps de la victime, mais c'est le sadisme le plus complet, on le faisait disparaître. Mais nous devions nous préparer à cela, puisque dès qu'on arrivait en camp de concentration ou en camp d'extermination, on n'avait plus de nom et on avait un matricule. Et jamais on était appelé par son nom, on était appelé par son matricule. On était un numéro. C'était déjà un stade qui était presque plus humain, puisqu'il vous retirez ce qui fait la personne, c'est la raison. Et le nom symbolise que vous avez un cerveau, que vous avez un raisonnement,
que vous avez une volonté et que vous avez une certaine philosophie de la vie. C'est ça l'humain. Là. Et là, supprimé. Alors, numéro pouvait encore, la bête humaine, avec son numéro, pouvait encore vivre. Dans l'extermination, que je décris, là, on supprimait, il n'y avait plus que des cendres. Et on éparpillait les cendres en plus. On ne les gardait pas, on les éparpillait pour qu'on ne puisse pas retrouver les traces. Et au début, à Sobibor et à Treblinka, ils n'étaient pas encore perfectionnés. Ils avaient fait des charniers, ils avaient tué beaucoup, ils avaient brûlé. Et à un moment donné, l'ordre a été donné par Hitler de faire en sorte qu'il n'y ait pas de traces, parce qu'on pouvait trouver. Et vous voyez à Sobibor et à Treblinka, des prisonniers, alors ils sont morts après, ont dû déterrer tous les cadavres brûlés, enfin pas ce qui restait des cadavres brûlés, qui ont été totalement mis en chambre à gaz qui existait à ce moment-là, et ensuite ils ont refait le terrain, ils ont fait des plantations d'arbres qu'on n'ait pas de traces historiques de leur méfait. À la différence, si vous voulez, du phénomène de Katyn, on ne saura probablement jamais si c'était les Russes ou les Allemands qui ont tué les 20 000 officiers polonais. À Katyn, il y avait encore les cadavres. Il y avait des fosses communes avec des cadavres. Alors, à partir de ça, je dirais, c'est pas pour dramatiser, mais ce que nous avons souffert pendant 21 jours dans un train, c'est tout à fait compréhensible étant donné la mentalité des SS. Tout à fait compréhensible. Alors, pourquoi nous ont-ils évacués? Ils nous ont évacués de Grunwald, à côté de Weimar, parce que les Américains étaient à 50 km des troupes américaines, et la 6e armée américaine du général Patton avançait et avait déjà pris Erfurt. Ils avaient pris Erfurt, ça nous dit peut-être quelque chose de l'histoire, une bataille de Napoléon, et une rencontre, et Himmler, le Reichsführer Himmler, qui était le chef des SS et de toutes les polices allemandes, y compris la gendarmerie, enfin tout ce qui avait de droit de vie et de mort, non seulement sur les prisonniers et sur les nationaux les pays qu'ils avaient occupés, mais aussi sur les Allemands. Le général Verven, un général belge qui a fait un bouquin très bien sur Dachau, a dit cette phrase toute simple: nous devons toujours nous rappeler que les camps de concentration ont été faits d'abord pour les Allemands. Et en mars, 51 jours après que Hitler ait été fait chancellor, chancelier, c'était un peu après quand Hindenburg est mort qu'il a été fait chef de l'État avec tous les pouvoirs. 51 jours après, le camp de Dachau ouvrait. C'est pour dire qu'ils avaient certainement préparé avant. C'est tout ce machiavélisme que vous devez comprendre. Alors, Himmler a dit, il est impensable que les prisonniers, que les déportés puissent être libérés par des troupes qui nous attaquent. Et c'est comme ça qu'on a reçu l'ordre, l'Oberführer, général SS, qui commandait, entre le colonel et le général qui commandait, Pfister, qui commandait le camp de Grunwald, a décidé d'évacuer 38 000. Il y avait 47 000 prisonniers dans le camp à cette époque-là. Du 6 au 10 avril, 38 000 ont été envoyés à pied ou en train vers l'Est, enfin, en dehors du danger des troupes américaines. C'était essentiellement, ce secteur-là était tenu par les troupes américaines. Je ne sais pas si pour nous, notre chance, ou malchance, ça a été d'aller à pied ou d'aller en train. Enfin, je ne peux vous parler de ce que j'ai vécu.
Alors nous sommes montés dans des wagons qui étaient pas des wagons voyageurs, ça des wagons de marchandises. Comble d'ironie pour mon wagon, c'était un wagon métallique qui transportait le charbon du PLM qu'ils avaient pris en France. Ce qui me permet dans le camp, dans mon livre, de montrer le service historique de la SNCF m'a donné les plans. Ce qui me permet aussi de dire qu'on avait quelques centimètres carrés par personne. Parce qu'on sait exactement, là, vous savez, il y a des fois, on peut interpréter l'histoire, mais là, il y a peu de problème, ce sont des faits. On est rentré dans des wagons, couverts ou découverts. 100 par wagon. On avait à peu près ça, là, vous voyez, ça, au vivre, à peu près, et on était encastrés les uns dans les autres. Assis, accroupis, encastrés. Interdiction de se lever. Dans les wagons découverts. J'étais dans un wagon découvert. Et 20% au moins du wagon était la zone pour les deux SS, qui étaient hongrois, ceux-là, deux SS hongrois qui nous gardaient 24 heures sur 24. Qui, si je puis dire, vivaient avec nous. Donc on avait 80% pour mettre 100 personnes. Sans être cynique, nous avons eu un peu plus de place au fur et à mesure, parce qu'on évacuait tous les 2 jours, les morts qu'il y avait dans le wagon. Ce qui fait qu'on est parti dans mon wagon 105 et qu'on est arrivé 45. Pas dans quel état on est arrivé. 45 qui n'étaient pas encore morts, puisqu'on a pu descendre ou trébucher, descendre des wagons. On a laissé dans les wagons, les dernières étapes, on a laissé des centaines de morts. Alors, l'avantage pour le wagon ouvert, c'est qu'on pouvait respirer. Mais évidemment, c'était au mois d'avril, on a traversé les Alpes bavaroises,